Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cette émission qui est tout simplement intitulée le TGV de l'information panafricaine, à savoir un relais qui vous permet de tout comprendre. Malheureusement pour certains pays, nous serons beaucoup plus focalisés à 90% par la Côte d'Ivoire, où les informations ont été complètement brûlantes. De belles informations pour vous et pour en savoir un peu plus. Je suis Constieka. Dans ce programme, comme je disais tantôt, on ira quand même au Sénégal, on ira faire un tour au Burkina Faso, au Bénin, et nous resterons surtout en Côte d'Ivoire où il y a des informations, et des informations qui doivent être aussi un tout petit peu des déclencheurs de systèmes chez certains politiques de l'Afrique. Restez des nôtres. Toute la planète, tout le monde sait que le président de la République de Côte d'Ivoire a prêté serment lundi dernier. Avant cette prestation de serment, respectueux de ses populations, de ses compatriotes en Côte d'Ivoire, il a voulu leur dire merci 2 jours avant sa prestation de serment. Le samedi 6 décembre, c'était euphorique dans la commune d'Abobo. Les populations ont pris d'assaut la place Ado pour commémorer la victoire à la présidentielle du président Alassane Ouattara, qui leur a dit à cette occasion « Merci ». Merci pour leur soutien à la présidentielle 2025. Toute la brillante équipe dirigée par Ousmane Coulibaly avait installé les caméras à la place Alassane Ouattara, la place Ado, dans la commune dirigée par Madame Kandia Camara, la vénérable, s'il vous plaît, Kandia Camara. Reportage Ousmane Coulibaly pour CNN. À Bobo, le 6 décembre 2025, la place Ado fut le cadre choisi pour célébrer la victoire à la présidentielle du président Alassane Ouattara. À Abobo, les militants du RHDP, les populations en masse ont vécu un moment exceptionnel à la place Ado au rond-point de la mairie, dirigée par la vénérable Kandia Camara, qui a remercié dans un lyrique de 15 minutes chacun et chacune. Monsieur le vice-président de la République, président du comité d'orientation stratégique de la campagne, candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, j'ai nommé son Excellence M. Koné Tiemoko Meïlé et Madame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré Mambé, directeur national de campagne chargé des structures techniques, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, directeur national adjoint de campagne, Monsieur Adama Bitogo, dans un ultime effort pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a bien voulu accepter de se porter candidat à cette élection. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour historique. Le un coup KO, tant prôné pendant la campagne électorale de notre candidat, le président Alassane Ouattara, est aujourd'hui une réalité. C'est alors qu'un jeune Aboboulé a, dans une prestation magique, accueilli les membres du gouvernement dans un pur son à Boboulé. Puis au tour du Premier ministre de communier avec la foule en disant merci à tous de la part du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara nous envoie ce matin
pour vous dire merci. Est-ce que les jeunes sont là? Le président Alassane Ouattara vous dit merci. Est-ce que les femmes sont là? Le président Alassane Ouattara vous dit merci. La place où nous sommes réunis et qui est à Bobo, c'est Zo ou bien c'est pas Zo? Ils étaient là par milliers pour célébrer aux côtés des cadres du RHDP, avec en tête le vice-président de la République, M. Timoko Mélié-Koné, le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, les présidents des institutions et plusieurs membres du gouvernement. Les stars nationales qui toutes ont rivalisé par des prestations très enlevées pour célébrer la victoire écrasante de Ado à la présidentielle, tout en lui rappelant qu'il est désormais le président de tous les Ivoiriens sans exception. Alassane Ouattara, le secrétaire exécutif, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, est venu dire merci à tous. Au nom de tous les membres du directoire, vous dis merci, merci d'avoir honoré de votre très haute et distinguée personnalité cette cérémonie d'aujourd'hui. Puisqu'il s'agit de venir dire merci, il s'agit de venir dire merci aux Ivoiriens et aux Ivoiriens au-delà des frontières du RHDP qui ont décidé de porter leur choix sur le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Il ne pouvait pas en être autrement. Le thermomètre est monté en température par des acclamations et bruits en tout genre pour saluer avec joie la prise de parole du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, tête de liste RHDP aux législatives 2025 dans cette commune d'Abobo. Merci, 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 merci. Merci, merci. Je voudrais vous dire le plaisir qui m'anime ce matin à être à Bobo, cœur du Hollande, pour célébrer la victoire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Un moment si particulier qui nous permet de nous retrouver pour dire merci à Alassane Ouattara d'avoir accepté d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Aujourd'hui, c'est aussi une occasion unique pour nous, les responsables du parti, de témoigner notre gratitude à vous, nos militants, sympathisants, grâce à vos suffrages exprimés sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez permis à notre candidat de remporter l'élection présidentielle du 25 octobre avec un score sans appel, 89,77%. Merci, chers sympathisants et militants. Chère population d'Abobo, chers Abobolais, je voudrais, au nom du président de la République, M. Alassane Ouattara, dédier cette victoire à tous les Ivoiriens et plus particulièrement à tous nos compatriotes qui, depuis longtemps, ont cru en la vision du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, cette victoire, on peut la dire, c'est la victoire du développement, la victoire de la stabilité et surtout la victoire de la paix, car avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en paix et au travail. Chère population d'Abobo, chers militants, pour finir, je voudrais donc, à mon nom, vous confier tous les militants, tous les candidats du RHDP. Soyez tous nos porte-paroles et nos directeurs de campagne sur le terrain. Comme on le dit, il faudra mouiller le maillot pour le RHDP. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Alors, je vous demande de mouiller le maillot et je vous dis rendez-vous le 27 décembre. Merci à tous, merci pour cette forte mobilisation. Merci infiniment. Les populations de la commune d'Abobo ont fait preuve de leur amour sans condition à la politique de son Excellence, le président Alassane Ouattara, et se sont exprimés au micro de la télévision CNN. Nous sommes venus à Bobo, venir célébrer la victoire du président Alassane Ouattara. Nous sommes sortis massivement parce que c'est le président qui est
qui est là pour la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous savons qu'il a la solution pour la Côte d'Ivoire et on reste toujours avec le président. Nous sommes très enthousiasmés. Nous sommes venus avec une forte délégation au niveau de Benjerville pour donc dire merci à son Excellence Alassane Ouattara pour le choix donc porté sur le ministre Téné Brahima Ouattara pour donc non seulement pour la circoncision d'Abobo. Une cérémonie de remerciement à la population par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et à notre part, nous lui disons merci. Beaucoup merci pour ce qu'il fait et continue de faire pour les Ivoiriens, pour les Ivoiriennes et pour nos frères de la CEDEAO qui nous font l'amitié de partager le territoire ivoirien avec nous. Nous, la population d'Abobo, nous lui disons merci. Merci pour l'éducation, merci pour tout ce que le président Alassane Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire et Abobo. Nous sommes plus que fiers d'être les Amazones d'Ado. Ado à vie, Alassane Ouattara, depuis BC, oh yeah! Nous sommes là avec beaucoup d'honneur parce qu'en participant à cette cérémonie, c'est exprimer notre reconnaissance au tout-puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a bien voulu nous faire passer l'élection présidentielle dans la paix, dans la stabilité. C'est le bonheur de nous retrouver avec nos bien-aimés frères et sœurs du RHDP qui ont décidé de célébrer la victoire de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara aujourd'hui. Quoi de plus normal que la communauté chrétienne se joigne aux uns aux autres pour célébrer cette grande cérémonie et cette grande victoire. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer la victoire de notre président. Nous sommes heureux parce que c'est la paix retrouvée, la sérénité. Le président est l'assurance pour la Côte d'Ivoire et c'est tout à fait normal que toute la Côte d'Ivoire entière dans sa diversité le célèbre aujourd'hui, célèbre la victoire, célèbre la paix, célèbre la sérénité, célèbre la Côte d'Ivoire retrouvée, célèbre la joie. En tout cas, nous sommes heureux ce matin d'être ici pour le célébrer. Nous le célébrerons tous les jours que Dieu fait, car c'est un bâtisseur hors pair. Je suis heureuse d'être ici pour fêter la victoire de notre champion, son Excellence Alassane Ouattara. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, longue vie et beaucoup de courage pour continuer à nous mettre devant, à nous avancer afin que la Côte d'Ivoire soit le pays leader de l'Afrique de l'Ouest. Très heureuse d'être là et de fêter cette victoire. Chargée de la communication, je suis vraiment heureuse quand je vois autant de monde autour de nous. La diaspora est richement représentée et nous en sommes très fiers. Nous sommes venus ici en forte délégation justement pour fêter la victoire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pratique pour laquelle nous avons tous œuvré, nous dans la diaspora. Nous avons fait une mobilisation exceptionnelle pour que notre mentor, le président de la République, ait une victoire à plus de 80% dans la diaspora, en tout cas la diaspora de France. Après le travail acharné sur le terrain, il fallait que nous nous déplacions pour venir avec la famille RHDP fêter la victoire à Abidjan. Ici, la Côte d'Ivoire a fait un choix et il faut que les acteurs politiques de ce pays arrivent à accepter le choix de la population. Donc nous sommes à une très belle fête entre Ivoiriens et c'est ça qui compte. Nous faisons une petite escapade puisqu'après ce samedi du 6, le dimanche, on s'est tous réveillés pratiquement avec une petite secousse politique du côté du Bénin. Peut-on dire plus jamais ça? Tentative de coup d'État au Bénin le dimanche 7 décembre 2025. Plus jamais ça en Afrique. Se dire panafricain et jouir comme ça des coups d'État, c'est pratiquement à l'opposé de ce que nous souhaitons de notre continent africain. Nous allons au Bénin grâce à Sinen. Tôt dans la matinée du dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, les populations ont été surpris en regardant les informations matinales quand ils ont vu apparaître soudainement des soldats sur les écrans de la télévision nationale. Nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement
Et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Suspension de la Constitution, dissolution des institutions, fermeture des frontières, le groupe de soldats déclare un coup d'État, mais bien qu'il contrôle à ce moment la télévision nationale, ce n'est pas le cas dans le reste de la ville. Selon plusieurs rapports concordants, les insurgés auraient tenté d'envahir la résidence de son Excellence Patrice Talon avant d'être repoussés. L'ambassade de France confirme également qu'il y a eu des tirs dans le quartier ce matin. Des affrontements ont également été signalés près du palais présidentiel sans qu'il soit possible de déterminer leur détenue à la mi-journée. Le brouillard demeurait, des véhicules blindés ont été vus dans plusieurs rues de la capitale. Peu après, le ministre de l'Intérieur a déclaré que la rébellion avait été maîtrisée. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Dans une déclaration solennelle diffusée dans la soirée du dimanche 7 décembre 2025 sur la télévision nationale Benin TV, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a condamné avec fermeté la tentative de déstabilisation survenue plus tôt dans la journée, saluant la réactivité des forces de défense et de sécurité qui ont permis de contenir rapidement la situation. Il a assuré la population de la stabilité des institutions et a réaffirmé la détermination du gouvernement à préserver l'ordre public face à toute entreprise visant à ébranler l'État. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engager les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues
par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Heureusement que les choses se sont bien passées, pour ne pas dire les choses se sont passées un peu plus bien que mal du côté du Bénin, et le président Talon reste toujours chef d'État de cette république sœur africaine. Je vous retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur Tatime 777. Retour en Côte d'Ivoire où je vous ai dit que ce programme aura pratiquement 90% des informations qui concernent la Côte d'Ivoire. Restons en Côte d'Ivoire et à Abidjan, où le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a prêté serment le lundi 8 décembre 2025 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN dirigée par Ousmane Coulibaly a vécu une armada de personnalités politiques venues des 4 coins de la planète. Et surtout les frères africains, chefs d'État et chefs de gouvernement, qui sont venus soutenir le président de la République élu à 89,77%, il faut le dire, de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et ça faisait plaisir de voir assis et présents les challengers, 2 des challengers, à savoir M. Jean-Louis Billon et Mme Lagou Henriette. Ça fait plaisir de voir vivre et comme ça nourrir la démocratie en Afrique. Et on va se retrouver tout de suite au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN Ousmane Coulibaly. Le lundi 8 décembre 2025, au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, s'est tenue la prestation de serment du président élu, son Excellence Alassane Ouattara. Ils étaient là, venus de divers horizons. En grand nombre, les amis de la Côte d'Ivoire, chefs d'État africains et chefs de gouvernement et une délégation américaine, comme pour témoigner par leur présence effective à cette prestation de serment leur attachement à la démocratie, leur amitié envers la Côte d'Ivoire et aux chefs d'État élus. Un moment solennel et de confirmation définitive faisant de son Excellence Alassane Ouattara le président de la République de Côte d'Ivoire, comme l'a si bien confirmé le Conseil constitutionnel en présence de tous, non sans avoir rappelé les résultats définitifs. La présidente du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire s'est exprimée sur le droit constitutionnel et a invité le président élu Alassane Ouattara à prêter serment. Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. La prestation de serment du président de la République élu a lieu le 2e lundi du mois de décembre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Ce lundi, 8 décembre 2025, correspondant à cette date constitutionnelle, il y a lieu de procéder ce jour à la dite prestation de serment. Monsieur le commissaire de justice, veuillez poser sur le pupitre prévu à cet effet la Constitution sur laquelle Monsieur le Président de la République va prêter serment. Monsieur le commissaire de justice, veuillez conduire
Monsieur le Président de la République, au pupitre, en vue de la prestation de serment. Monsieur le Président de la République, je vous prie de bien vouloir la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée, prononcer la formule de votre serment prévue à l'article 58, alinéa 3 de la Constitution. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Place au discours du président élu de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Cette forte mobilisation ainsi que l'adhésion populaire nationale traduisent l'importance que vous accordez tous au renforcement de la culture de paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je reçois ce mandat avec humilité, reconnaissance et un sens élevé du devoir. Comme je me suis toujours engagé, je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l'intérêt général. Nous avons restauré l'autorité de l'État, consolidé la paix, renforcé la cohésion nationale et nos institutions. Nous avons assuré la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Notre pays a connu une forte croissance. Ces avancées qui sont visibles sur toute l'étendue du territoire national nous enseignent que la Côte d'Ivoire sait se transformer lorsqu'elle est unie, déterminée et disciplinée. Nous construirons une grande nation unie, solidaire et prospère. Une nation où chaque citoyen compte, où les femmes et les jeunes sont de véritables acteurs de développement. Ce mandat sera aussi celui de la transmission générationnelle. Ce sera pour moi et pour notre nation un acte de responsabilité et de maturité politique. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d'Ivoire continuera d'affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. Nous continuerons à prôner le dialogue, l'entente et la diplomatie commerciale, à réaffirmer notre doctrine, une Côte d'Ivoire amie de tous et ennemie de personne. Remerciements et pause avec les chefs d'État amis, et c'est alors que le président Alassane Ouattara est allé affirmer sa stature de chef des armées.
Au micro de la télévision CNN, certaines personnalités se sont exprimées. Nous, en tant que guides religieux, notre rôle, c'est de prier. Toutes ces bonnes intentions qui ont été évoquées, toute l'ambition qui a été développée par le président de la République ont besoin de prières. Donc nos prières l'accompagnent pour que ce mandat qui s'ouvre maintenant soit un mandat d'un plus grand bonheur pour le pays. Le président nous a donné le chemin pour bâtir une Côte d'Ivoire qui se rassemble autour de ses filles et de ses filles, une Côte d'Ivoire qui s'apaise, une Côte d'Ivoire qui sait se retrouver pour avancer. Le président de la République a annoncé deux actions fortes. Continuer la modernisation de la Côte d'Ivoire et assurer la transition générationnelle avec les jeunes. Cela veut dire impliquer davantage les jeunes dans la gestion administrative du pays, mais surtout permettre de faire venir progressivement les jeunes au niveau des responsabilités politiques les plus hautes. Il a répété encore que c'est un transfert générationnel. Je sais que le président sait compter sur la jeunesse parce que comme il a si bien dit, son mandat se repose sur les femmes et sur les jeunes. Avec la présence de tous ces chefs d'État et tous ces corps diplomatiques, nous pensons que nous avons une Côte d'Ivoire aujourd'hui forte et cette grande nation va s'inscrire avec le président de la République Alassane Ouattara qui était le souhait de tous les Ivoiriens. Pour nous, cela consacre le triomphe de l'état de droit et de la démocratie. Vous savez un peu les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées. L'un des défis était donc de consolider l'état de droit et la démocratie. Et cette prestation de serment, qui est une activité constitutionnelle, vient donc consacrer donc cet état de fait. Vous avez écouté le grand message du président de la République qui a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Ça, c'est important. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler que la Côte d'Ivoire a vu la présence le week-end du 6 au 9 décembre. Entre ces deux dates, la date du 8 pour la prestation de serment, toutes les délégations et de nombreux chefs d'État étaient présents à Abidjan. Doit-on parler d'un nouveau souffle entre la République de Côte d'Ivoire et les États-Unis? Effectivement, c'est un nouveau souffle de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Reportage CNN. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Grimambé, a reçu en audience son Excellence Jessica Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, le mardi 9 décembre 2025. Déjà, la veille, une délégation de la Maison-Blanche assistait à l'investiture du président Alassane Ouattara. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique se renforce et se développe. À la primature, le Premier ministre ivoirien, M. Robert Grimambé, et son hôte ont réexaminé les principaux axes de coopération entre les deux pays. Au cœur des discussions, des initiatives prioritaires dans des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation, l'énergie, les transports et la transformation numérique. Un message fort d'un partenariat appelé à se développer encore plus. Les États-Unis sont extrêmement satisfaits avec les relations avec la Côte d'Ivoire et notre délégation qui est venue directement de Washington est partie avec un message pour la Maison-Blanche, pour le peuple américain, que nous avons une forte partenaire et des grands amis ici en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous avons pris des actions et des étapes concrètes pour continuer à tisser les liens entre nos deux pays. Que les projets sont vastes et ils sont profonds. Mais avec les ministres qui sont représentés ici, vous pouvez voir un peu les priorités que nous avons évoquées aujourd'hui. Cette rencontre démontre une collaboration croissante entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique et réaffirme l'engagement des deux pays à lancer de nouveaux projets fondamentaux pour le développement et le bien-être. Cette audience témoigne d'une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, marquée par une dynamique d'accélération soutenue. Elle confirme également la volonté commune des nations d'initier de nouveaux projets structurants visant à soutenir le développement et améliorer le bien-être des citoyens ivoiriens. Toujours en Côte d'Ivoire où la diplomatie en marche sans repos, sans repos. Malgré les fêtes, on croirait voir
Tous ces sexagénaires, d'ailleurs, un peu plus même d'ailleurs, je dirais octogénaires, se reposaient que non. Tous à l'image du leader, à savoir le président Alassane Ouattara. Et là, ça concerne le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Mélète Koné. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélète Koné, a reçu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire une délégation canadienne. Reportage CNN. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mélète Koné, a reçu en audience M. Ben Mac Diendéré, envoyé spécial du Canada pour l'Afrique et observateur permanent du Canada à l'Union africaine, le mardi 9 décembre 2025. Le Canada et la Côte d'Ivoire, c'est des pays amis. C'était une occasion de venir renouveler notre coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Canada affirme être disposé à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'exécution des axes essentiels du plan national de développement. Le domaine de l'énergie est très important pour le Canada, ça l'est pour la Côte d'Ivoire, on va pourquoi pas y travailler. Le domaine de l'agribusiness, c'est la même chose. Les mines, on est le premier investisseur ici, et alors pourquoi ne pas continuer dans ce domaine-là? On a aussi des domaines comme la santé globale qui sont des domaines importants. On parle de santé globale parce que les vétérinaires et animaux et individus. J'ajouterai à ça toute la question maritime qui est une question importante. Vous savez, le Canada, c'est un pays d'océan, des deux côtés. On a beaucoup de points en commun. Les liens entre les deux nations existent depuis 1762 et se sont développés au fil du temps. Ces liens historiques englobent à la fois les échanges économiques, les collaborations dans le domaine scolaire et universitaire, les partenariats liés aux services de santé, les questions de gouvernance et les efforts conjoints dans le cadre de la coopération multilatérale. Retour au Bénin, le pays présidé par son Excellence Patrice Talon, chef de l'État de la République du Bénin, qui a connu une petite secousse le 7 décembre dernier, mais est resté chef de l'État de la République béninoise. Nous allons vous permettre comme ça de vivre le Conseil extraordinaire des ministres après le coup d'État déjoué du 7 décembre 2025 à Cotonou. Un conseil des ministres s'est tenu en séance extraordinaire le lundi 8 décembre 2025 au palais de la Marina à Cotonou, sous la présidence du chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement et le secrétaire général adjoint du gouvernement. L'ordre du jour a porté exclusivement sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025. Il ressort du point détaillé fait par le chef de l'État que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci,
aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des deux côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé 1 minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux subis par des civils, et d'envisager une réparation par l'État. Retour en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, un pays où aujourd'hui tout bouge à une vitesse à vouloir rattraper les pays occidentaux. Le mardi 9 décembre 2025, son Excellence le président Alassane Ouattara, chef de l'État élu de la République de Côte d'Ivoire, a reçu en entretien le docteur Justin Nsengiyumva, Premier ministre du Rwanda, à la résidence du chef de l'État à Cocody au Golfe. Mais une journée marathon, puisque juste après le Premier ministre rwandais, le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience Mme Anna Djerdé en sa résidence présidentielle, toujours en cette journée du mardi 9 décembre. Rappelons que Mme Anna Djerdé est la directrice générale des opérations de la Banque mondiale. Et ensuite, pour clore cette journée marathon, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu Mme Nonseba Lozi, envoyée spéciale du président Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du Sud. Elle a été aussi reçue en audience pour clore comme ça cette journée marathon du président de la République, que tout le monde aurait cru en plein repos, puisqu'après avoir reçu tous ses homologues et les chefs des gouvernements de différents pays mondiaux, je dirais, il serait pris un petit repos, même de 24 heures, que non. Le président a pour hobby le travail. Et cette journée marathon a vu comme ça planter dans la résidence du président de la République, dans le quartier du Golfe à Cocody, les caméras de CNN pour immortaliser cette journée marathon. Reportage sous la direction d'Ousmane Koulibaly. Ce mardi 9 décembre 2025, sans répit, c'est à 11h GMT que Dr Justin Nsengiyumva, Premier ministre rwandais, a été reçu par son Excellence Alassane Ouattara en sa résidence présidentielle à Cocody Golfe, en présence du secrétaire général de la République de Côte d'Ivoire, Mme Masseret Touré Koné. Le Premier ministre rwandais était porteur d'un message du président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame. Un entretien d'un quart d'heure qui augure des belles auspices au lendemain de la prestation de serment du président élu de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui donne ainsi le top départ de la série d'activités non-stop pour une grande Côte d'Ivoire en marche. La secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseret Touré Koné, a accompagné le Premier ministre après cet entretien et sa délégation au perron de la résidence présidentielle après que ce dernier ait pris congé du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il est 11h30 lorsque le cortège de la Banque mondiale, avec en tête Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement, Madame Niale Kaba, arrive à la résidence présidentielle de Cocody Golfe. Accueillie par le protocole d'État, Madame Anna Djerdé, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, était attendue pour une audience avec son Excellence Alassane
Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Accueilli par la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Madame Masseri Touré Koné, dont l'entrée en salle précède l'arrivée de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Un entretien qui à coup sûr a tourné sur l'économie ivoirienne et surtout les sujets que Madame Anna Abdjerdi, directrice des opérations de la Banque mondiale, aux côtés de Madame la ministre Kabagnali et de la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire et de la délégation qui l'accompagne, a tenu à expliquer à la presse nationale et internationale, dont CNN Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être ici, particulièrement à ce moment important pour la Côte d'Ivoire, au moment où le président Ouattara a prêté serment. Donc c'était un plaisir pour elle d'être là et de représenter le groupe de la Banque mondiale. On a pu discuter avec son Excellence sur les priorités de son Excellence pour le prochain mandat, qui va donc bâtir sur les éléments accomplis pendant le premier mandat, qui a connu vraiment un excellent partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. Donc on va bâtir sur ça et surtout focaliser sur la priorité de son Excellence de réduire la pauvreté, de continuer les réformes pour une croissance, pour une création d'emplois et de s'assurer que cette croissance soit partagée par tous les Ivoiriens. Très satisfait de l'entretien avec le président de la République, la délégation a quitté la résidence présidentielle dans la satisfaction totale. 24 heures après la prestation de serment de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, ce mardi 9 décembre 2025 fut un ballet diplomatique en la résidence privée de son Excellence, le chef de l'État ivoirien. Il est 12h19 lorsque la délégation de l'Afrique du Sud arrive à la résidence présidentielle conduite par Madame Nonsiba Lozi, envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. C'est une journée marathon pour le président de la République pour ce troisième entretien en présence de la délégation sud-africaine, la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Masseri Touré Koné, le chef du protocole présidentiel annonce l'entrée du président de la République. Akwaba à la délégation officielle d'Afrique du Sud. Entretien cordial entre Madame Nonsiba Lozi, dont l'une des raisons était la remise du message officiel du président de la République sud-africaine, Monsieur Cyril Ramaphosa. Et ensuite, après le quart d'heure d'entretien, la délégation sud-africaine qui comprenait l'ambassadeur sud-africain en Côte d'Ivoire et la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Masseri Touré Koné, se sont rendus sur le pupitre pour le point de presse face aux télévisions nationales et internationales. CNN était là. Je viens avec ces messages pour apporter le soutien non seulement du président de la République, mais du peuple sud-africain, au peuple frère ivoirien, et leur indiquer que l'Afrique du Sud est très fière et souhaite beaucoup de chance à son excellent monsieur le président pour le mandat qu'il va entamer maintenant. Et par ailleurs, je suis vraiment touché et vraiment impressionné par le degré de développement des infrastructures de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà visité la Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, c'était de façon extraordinaire que j'ai vu ce qui s'est passé comme transformation économique et infrastructurelle de la Côte d'Ivoire. Après cette journée marathon que devraient copier tous les jeunes qui veulent faire de la politique, et surtout que ce mandat a été placé par le chef de l'État comme mandat transgénérationnel, nous pouvons tout simplement demander à tous ceux qui optent pour faire de la politique de bien regarder faire le président de la République, qui n'a que pour hobby le travail pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Et on se retrouve juste après la réclame. Alors dans les différentes facultés, pour ceux qui ont opté pour la politique, opté pour le droit, retenez simplement qu'une université se démarque de nombreuses universités fiables en Afrique. Et on peut tout simplement parler de notre partenaire officiel, à savoir l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville,
de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Avec Enda Afrique, les week-ends, profitez du Black Friday, des remises époustouflantes. Retour sur notre plateau, l'émission, c'est le Constieka Weekly News. Cette émission qui vous donne des informations vraies toutes les semaines et que vous pouvez retrouver sur tous les supports numériques et bien sûr sur StarTime et votre lien online. CNN est disponible sur StarTime 777. Allons-y faire un tour du côté du Burkina Faso, dans le pays des hommes intègres. Au Burkina Faso, une dizaine de nouveaux ambassadeurs accrédités dans la capitale à Ouagadougou. Reportage CNN. C'est un véritable ballet diplomatique auquel on a assisté au palais présidentiel de Koulouba, témoignant ainsi l'excellence des relations diplomatiques, économiques et politiques que le Burkina Faso entretient avec ses pays amis. C'est également la preuve que les choix politiques engagés par les plus hautes autorités au pouvoir depuis 2022 rencontrent l'assentiment de nombreux pays partenaires qui ont effectivement fait, eux aussi, le choix de les soutenir et de les respecter. La présentation de ces lettres de créance est la preuve que le Burkina Faso se porte bien à l'international, mais aussi en interne. Sur le tapis rouge, son excellent Zhao Déon de la République populaire de Chine est le premier à présenter ces lettres de créance au président du Burkina Faso, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il est un diplomate de carrière avec plus de 30 ans de service au ministère chinois des Affaires étrangères. Le second diplomate est l'Égyptien, son excellence Mohamed Zakaria Hussein El Hazaoui, qui exerçait à des postes élevés au sein du ministère égyptien des Affaires étrangères, y compris celui de vice-ministre adjoint aux affaires européennes et conseiller politique avant de se rendre au Burkina Faso. L'homme a été ambassadeur à Washington, à Ottawa, à Djibouti et à Athènes. Il entre dans le palais de Koulouba non pas au nom d'une nation, mais au nom d'une organisation de 27 pays. Son Excellence Philippe Broken, diplomate belge, remet ses lettres de créance au président burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Avant le pays des hommes intègres, son Excellence Philippe Broken a représenté son pays en tant qu'envoyé spécial pour la région du Grand Lac. Devant le drapeau du Burkina Faso, le diplomate
diplomate sénégalais. Le diplomate sénégalais, son Excellence Papa Diop, ayant presque 25 ans d'expérience au ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Depuis Ouagadougou, il entend représenter sa nation et contribuer au renforcement de l'axe Ouagadougou-Dakar. Le diplomate néerlandais, son Excellence Peter Smith van Gelder, a pour mission de représenter son pays au Burkina Faso dans le cadre de la coopération bilatérale. Il est titulaire d'un diplôme de droit. Son Excellence Peter Smith van Gelder a précédemment exercé les fonctions de directeur adjoint de l'unité conseil stratégique et stratégie senior, de rédacteur de discours et de responsable des missions aux affaires étrangères de son pays. Son Excellence Kene Kali Bati est le nouvel ambassadeur du pays voisin et frère, le Ghana. L'homme a consacré une grande partie de sa vie au service de son pays au sein du Parlement panafricain et dans l'armée ghanéenne. Ensuite, Monseigneur Eric Sauvé-Guidé, il est maintenant le nouvel ambassadeur du Saint-Siège au Burkina Faso. D'origine béninoise, il possède un doctorat en droit canonique pour la préservation des relations de coopération avec la République portugaise. Son Excellence Cristina Maria Cerqueira Pucarino est une diplomate carrière. Elle a occupé plusieurs responsabilités dans l'administration de son pays que dans les missions diplomatiques du Portugal. En remettant ses lettres de créance au président du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le diplomate tchèque, son Excellence Pavel Bilek, met en avant son dévouement pour le renforcement de l'axe Prague-Ouagadougou. Il est titulaire de 2 masters, un en relations internationales de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou et l'autre de l'économie de l'Université de Prague. Son Excellence Angus Philippe, qui est l'ambassadeur récemment nommé du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Bien avant d'être au Burkina Faso, il a été en poste à Damas et à Tripoli en tant que diplomate de son pays. Enfin, son Excellence Edwin Pitti Madrid, l'ambassadeur fraîchement nommé de la République de Panama, a remis ses lettres de créance au président burkinabé, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Avant d'être au Burkina Faso, il a occupé le même poste en République de Cuba. Après le Burkina Faso, nous allons du côté de la Teranga, au Sénégal, le pays présidé par l'inamovible son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au Sénégal, c'est à un remue-ménage verbal que les Sénégalais se livrent depuis quelques jours à Dakar. La raison, Dakar et Abu Dhabi, un partenariat stratégique qui élargit les horizons. Reportage CNN. Dakar et Abu Dhabi intensifient leur coopération. Cette mission diplomatique conduite par le ministre émirati du Commerce extérieur, le Dr Thani bin Ahmed El Zeoudi, fait suite à la visite du président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et aux récentes délégations conduites par le Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, à Abu Dhabi. Cette mission a pour objectif de mettre en place les fondations de partenariat stratégique dans les domaines essentiels. La visite entrait dans le cadre véritablement du renforcement des relations de coopération avec les Émirats arabes unis. Je voudrais aussi rappeler, dans le contexte actuel, que ces visites ont pour objectif de renforcer les investissements directs étrangers et d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires et stratégiques du Sénégal, notamment dans le cadre de l'agenda national de transformation. Et c'est tout le plaisir que nous avons de vous accueillir avec cette délégation derrière, avec le ministre d'État chargé de l'agenda national de transformation. Le ministre émirati du Commerce extérieur, le Dr Thani bin Ahmed Al Zeoudi, a exprimé son appréciation pour la qualité des relations entre les deux nations et leurs échanges commerciaux. Mettant en avant le commerce bilatéral et le commerce hors pétrole entre les deux nations, les chiffres sont en augmentation et cette progression se poursuit depuis 2019. Selon nos données, les échanges atteignaient presque 632 millions de dollars en 2019. L'année dernière, nous avons dépassé 1 milliard de dollars
Pour être précis, 1024 millions. Cela signifie que le potentiel est là et qu'il existe de nombreuses excellentes marchandises au Sénégal que nous pouvons consommer localement et réexporter vers toute la région. L'énergie, le commerce, les hydrocarbures, les ressources minérales, le BTP, entre autres, occupent une place centrale dans ces échanges bilatéraux. La mission vise à consolider le dialogue stratégique que nous avons avec les partenaires émiratis et à structurer véritablement des partenariats concrets dans les secteurs de l'énergie, des mines, de l'agriculture, du numérique, de la santé et des infrastructures. À ce propos aussi, vous trouverez de notre côté vraiment les acteurs qui sont disposés à parler de ces sujets et à le faire au nom de l'État du Sénégal. Le ministre émirati du Commerce extérieur, le docteur Chani bin Amel Al-Zewoudi, a souligné que des sociétés émiraties sont déjà présentes au Sénégal et que d'autres entreprises arriveront prochainement. Nous avons certains projets qui ont été développés par le Fonds de développement Ablabi et je suis sûr que nous trouverons davantage de projets aujourd'hui sur la base des discussions entre les deux parties. Certains acteurs du secteur privé sont déjà présents. Je sais que le port international est géré par l'une de nos entreprises émiraties et nous avons déjà de nouvelles structures issues du secteur privé ainsi que de nouvelles entreprises. Et d'après la discussion que j'ai eue avec notre ambassadeur plus tôt ce matin, nous savons que certains émiratis possèdent certaines exploitations agricoles et investissent dans le secteur agricole. Cette rencontre représente un moment clé dans le processus de rapprochement entre Dakar et Abu Dhabi, animé par une vision partagée de souveraineté économique durable, la fondation des investissements structurants et une intégration régionale intensifiée. Toujours à Dakar, au Sénégal, la politique suit son cours. Et quand on a un président qui parle peu et qui surtout regarde avec attention ce président jeune, on peut simplement se dire qu'il a un avenir assuré. Parce qu'on sait que tous ceux qui parlent peu et agissent réussissent toujours dans ce métier difficile qu'est la diplomatie et surtout la présidentielle. Exemple, la Côte d'Ivoire vit très bien ce qui se passe avec moins de paroles et surtout beaucoup d'actions. Restons au Sénégal. Plus de 700 milliards de francs CFA consacrés aux infrastructures au Sénégal. Voilà qui comprend que tout développement et toute assurance du bonheur pour les populations passe par les infrastructures et la modernisation de son pays, des villes et villages. À Dakar, Sinen. Plus de 700 milliards de francs CFA repartis autour de 5 axes pour faire avancer les chantiers au Sénégal. Plus de 108 députés se sont exprimés, un record qui témoigne de l'importance stratégique du ministère des Infrastructures. C'est dans cette atmosphère de débat que l'Assemblée nationale sénégalaise a examiné et adopté le budget de 2026 du ministère des Infrastructures fixé à 716 milliards de francs CFA. Un budget à la hauteur des projets en cours et à venir, équité territoriale et développement, infrastructures portuaires et aéroportuaires, modernisation des transports routiers et ferroviaires, infrastructures sociales et administratives, ainsi que pilotage et coordination des programmes. 5 priorités que le ministre sénégalais des Infrastructures, M. Déthié Fall, a soutenues auprès des parlementaires, soulignant que ces investissements doivent favoriser la croissance désenclavée des régions et améliorer durablement les conditions de vie des citoyens sénégalais. Il a également suggéré la création d'une carte nationale des infrastructures, un instrument visant à fournir une vue précise et organisée des projets à réaliser sur une période définie. Monsieur Déthié Fall a également pris un ton ferme envers les entreprises responsables des travaux de l'État. Le retard, les défauts de fabrication ou le non-conformité aux normes ne seront plus acceptés. Des mesures allant de l'annulation des contrats aux amendes, voire à l'interdiction d'accéder au marché public, sont
sont désormais envisagées. Au sujet des travaux non terminés, arrêtés ou suspendus, le ministre sénégalais des Infrastructures, M. Déthié Fall, a indiqué que des études techniques sont en cours sur ordre du président sénégalais pour réaliser un diagnostic intégral. À la fin de cette étape, les opérations reprendront pour achever les projets déjà initiés et démarrer de nouvelles infrastructures. Après de nombreuses heures de discussions parfois intenses mais productives, les députés ont reconnu les efforts réalisés tout en demandant plus de transparence et ont également insisté sur la rigueur dans l'exécution des projets. Le budget 2026 a finalement été approuvé, permettant une année cruciale pour les grands chantiers au Sénégal. Direction la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous allons parler du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. On va surtout se focaliser sur ses activités. Elles sont nombreuses, elles sont multiples. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, a décoré 269 personnels des forces armées et civiles le 10 décembre 2025. Reportage CNN. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a présidé le mercredi 10 décembre 2025 la cérémonie de prise d'armes et de distinction de l'édition 2025 de la fête patronale du groupement ministériel des moyens généraux. En raison de leur exemplarité, de leur engagement au travail et de leur dévouement à la nation ivoirienne, 269 membres des forces armées et civiles ont reçu des distinctions. Dans l'ensemble, ils ont reçu 11 médailles de l'Ordre national, 63 médailles de l'Ordre du mérite ivoirien, 68 médailles de la défense, 114 des forces armées et 13 de la gendarmerie nationale. Pour quelques-uns d'entre eux, c'est la reconnaissance de plus de 30 ans de service dévoué réalisé dans la discipline. J'étais à l'état-major de l'état-major, au 3e bataillon. Du 3e bataillon, je suis parti à la GR, puis je suis parti à la retraite. J'ai fait les 40 ans sans une punition. Très content de cette distinction et nous allons faire tout pour que ceux qui nous ont proposé à cette distinction ne soient pas déçus. Le porte-parole des récipiendaires a affirmé qu'il s'agit là d'une invitation à mieux faire et à redoubler d'efforts dans leurs actions futures. Ces médailles seront arborées avec fierté, à l'effet de susciter l'émulation chez les plus jeunes et inspirer partout la volonté de servir avec loyauté, abnégation et exemplarité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, adresse ses félicitations aux forces armées de Côte d'Ivoire pour la résilience dont elles font preuve et pour le professionnalisme dont elles font régulièrement montre face aux différents défis sécuritaires actuels. Chers récipiendaires, je vous félicite pour vos médailles et vos prix d'excellence. Ils sont la reconnaissance de vos efforts et de vos actions dans l'exercice de vos fonctions. Je voudrais chaleureusement féliciter le général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général des armées adjoint, et le général de division Kona Stanislas, commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale, qui viennent de recevoir la médaille d'or de la défense. L'année 2025 a été dans l'ensemble marquée par un environnement sécuritaire maîtrisé sur le territoire national, dans notre environnement ouest-africain incertain. Sur le plan national, les forces armées de Côte d'Ivoire se sont encore une fois distinguées par la parfaite sécurisation de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre dernier, ce malgré les velléités de perturbation. Expression visuelle illustre la discipline militaire et de l'unité entre les soldats et le défilé pédestre marque la fin de l'édition 2025 de la fête patronale Sainte-Ambroise organisée par le groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. On parlera d'une autre activité du ministre de la Défense, ministre d'État de la République de Côte d'Ivoire. Mais avant, on fait une escale du côté du Sénat. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire,
qui est présidée par la vénérable Kandia Camara. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire a adopté les budgets des ministères de Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Le budget total de la Côte d'Ivoire prévu pour l'année 2026 s'élève à 17 350,2 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente l'ensemble des ressources et des crédits planifiés pour couvrir les dépenses publiques au cours de cet exercice budgétaire 2026. Ces grandes lignes du budget ont été présentées puis expliquées en détail devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Ce budget respecte pleinement et s'inscrit dans la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a exprimé la volonté de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Nous avons tenu compte bien sûr également du potentiel qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du secteur privé, pour pouvoir mobiliser des ressources. C'est tout ça qui nous a permis donc d'élaborer ce budget avec ce montant, bien sûr avec le respect de nos engagements également et la volonté de démontrer que nous allons arriver à une consolidation du budget pour faire en sorte que le déficit budgétaire soit vraiment maîtrisé totalement. Conformément à la Constitution, les dotations budgétaires des ministères sont soumises au Sénat. Le budget du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et de son ministère délégué s'élève environ à 152 milliards de francs CFA. La diplomatie, pilier du développement de la Côte d'Ivoire, la vision restera intacte en 2026. Faire en sorte que la diplomatie économique, qui est un élément cher au président de la République en termes d'attractivité d'investissement étranger dans d'autres pays, soit beaucoup plus efficace pour apporter donc cette plus-value à nos développements économiques et sociaux. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a présenté le projet de loi du budget programme du ministère d'État, ministère de la Défense au titre de l'année 2026 d'un montant de 481 milliards 41 827 995 francs CFA. Il se répartit en 3 programmes: administration générale, défense et sécurité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour sa part, bénéficie d'un budget de 945 milliards 963 millions de francs CFA. En ce qui concerne la justice, elle dispose d'une dotation qui dépasse les 129 milliards de francs CFA, une somme importante attribuée au secteur judiciaire pour assurer le fonctionnement et le traitement des affaires judiciaires et le renforcement des services liés à l'administration de la justice. Je dirais que dans un contexte régional marqué par une recrudescence du terrorisme dans certains États frontaliers, le département de la Défense est engagé avec détermination à renforcer les capacités des armées et de la gendarmerie nationale. Il s'agit de doter notre pays d'un outil de défense robuste, apte à faire face à toute menace susceptible de compromettre la sécurité et la stabilité du territoire. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a procédé au vote et a adopté à l'unanimité l'ensemble des budgets présentés. Les travaux relatifs à cet examen budgétaire se sont déroulés en présence de la présidente du Sénat, Madame Kandia Kamisoko Camara. Nous allons boucler cette émission avec le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui sera, il faut le rappeler, pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, la tête de liste des candidats aux législatives 2025 dans la commune populaire d'Abobo. On aura l'occasion d'en parler sur notre chaîne de télévision. Pour l'instant, le ministre d'État, ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara a pris part à la rentrée judiciaire 2025-2026 du tribunal militaire. Reportage CNN. Un des moments marquants de cette cérémonie solennelle de rentrée judiciaire est le serment prêté par 4 magistrats et 6 greffiers militaires. Le tribunal militaire d'Abidjan annonce donc sa section judiciaire 2025-2026. Pour l'année écoulée, une vue d'ensemble des dossiers examinés permet au public de saisir l'effort fourni. 1252 réclamations consignées, 104 rapports reçus, y compris 270 cas de désertion. De ce volume d'affaires, nous relevons que 45%
de ces affaires porte sur des infractions à caractère financier, à savoir tout ce qui est lié à l'escroquerie, aux abus de confiance, extorsion de fonds, communément appelés rackets. Pour le parquet militaire, notre mission qui est double, garantir le respect de la loi au sein des forces armées et de la police nationale, tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'environnement militaire. Les prévisions pour 2026 ont également été révélées. De nos jours, tout se retrouve à la moindre seconde sur les réseaux sociaux. Face aux défis de confiance exprimés par nos concitoyens, notre justice doit répondre par une pédagogie de la complexité, à la démagogie de la simplification, afin d'être mieux comprise par tous pour être mieux admise. Une justice équilibrée qui concilie qualité et rapidité, une justice qui suit tout, qui continue à agir mais sans s'agiter et à s'adapter sans pour autant perdre ses valeurs au contexte politique, social ou même parfois sanitaire qui l'entoure. Des membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ont assisté à cette audience publique. C'est l'occasion pour toute l'équipe de CNN de souhaiter bonne chance et surtout bon vent à toute l'équipe dont la tête de liste est le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire aux législatives 2025 du côté d'Abobo. Avant de boucler cette émission, un clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. À partir du 1er décembre 2025 à 10h et durant tout le mois de décembre, le roi de la télé vous offre quelques émissions pépites en souvenir sur CNN, disponibles sur les 777 du bouquet StarTime, sur de nombreux bouquets et online en cliquant sur cnntv.ci. Vivez durant le mois de décembre 2025 la télé sur CNN comme nulle part ailleurs. Toutes les rediffusions de cette émission à 8h GMT tous les jours de la semaine, c'est-à-dire de samedi à samedi. À 11h30 GMT, à 16h45 et 19h. N'oubliez pas que tout le mois de décembre est consacré à vous offrir des rediffusions des grands classiques de nos programmes, des interviews diverses. Restez focalisés sur cnntv.ci. Si vous voulez de l'information permanente, www.ciwebinfo.ci. C'est la chaîne CiWeb. Et n'oubliez pas d'être sur le bouquet StarTime au 777 de ce bouquet qui est un bouquet mondial et qui fait énormément plaisir. Bien sûr qu'il y a d'autres chaînes, mais vous voulez regarder CNN et ses informations vraies, vous êtes servis. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique.
Avec Inde Afrique les week-ends, profitez du Black Friday, des remises époustouflantes. Merci d'avoir pris de votre temps pour être informé. Et informé avec de l'information vraie. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et vous voyez, vous constatez comme moi, qu'il y a plusieurs pays d'ailleurs où sont désormais interdits les réseaux sociaux parce qu'il y a une prolifération des fake news. Pas de fake news sur CNN. Je suis Constieka. Au revoir.